merci pour ton point de vue, Julien, qui est intéressant et optimiste plein d'espoir pour cette sortie de la chrysalide. Hein. Pour remettre peut-être ton travail en perspective, ce point de vue en perspective avec ton travail sur la fresque et la fresque de la Renaissance écologique, donc tu t'es intéressé tu t'es attaché à faire une relecture de cette fresque historique d'Ambrogio Lorenzetti, qui est visible à Sienne. Et je me demandais, avant cette interview, est-ce que quand tu regardes d'une part la fresque historique d'abord, et ensuite peut-être ta relecture, est-ce que cette notion alors si on ne la nomme pas crise, mais cette notion de rupture, de catastrophe, est-ce qu'elle est inscrite d'une manière ou d'une autre dans la fresque, et est-ce qu'elle donne les solutions pour en sortir? Est-ce qu'il y a d'une manière cette idée d'une rupture qui mènerait à une métamorphose à condition d'avoir la bonne manière de s'y attaquer, les bons outils, sachant cette rupture, elle se manifeste quand même par différentes crises de grande ampleur, crise sanitaire, crise sociale, crise politique, etc. Et est-ce que toi, au vu des événements actuels, tu reformules une certaine vision de cette fresque, à quel point ça t'influence dans ton travail? Alors, je me suis posé la question en fait de la robustesse de l'adaptation de la fresque de Lorenzetti. Pour mémoire, elle est, je ne sais pas si vous me voyez ici, mais j'ai un puzzle. C'est low-tech aujourd'hui. Wow. Là, c'est le puzzle qui m'a beaucoup inspiré. J'ai passé beaucoup de temps avec cette fresque-là. Et ensuite, je l'ai adaptée. Ici derrière, vous voyez aussi peut-être le grand tirage, qui est la version contemporaine et qu'on voit aussi à l'écran. Ouais. Je l'avais mis là. Et j'ai fait un exercice dans un premier temps qui consistait à dire qu'est-ce que ça donne si on modifie la fresque avec les mesures de gestes barrières. Donc j'ai fait des modifications sur le dessin et après je me suis dit mais au fond est-ce que ces gestes barrières ils appartiennent à l'allégorie des effets du bon gouvernement où on est en train de protéger la population des malheurs ou est-ce que ça appartient encore à la fresque du mauvais gouvernement en face. Et je pense aujourd'hui que la gestion de la pandémie est intégrée dans le mur d'en face, dans l'allégorie des effets du mauvais gouvernement. Parce que d'ailleurs, on voit que dans l'allégorie des effets du mauvais gouvernement, on a l'explication et la démonstration des effets d'une pandémie. On a à la fois la destruction de la biodiversité des forêts et des champs dans la partie campagne, à gauche, qui sont les causes de propagation du virus. Et à droite, dans la ville, on voit la ville vidée de ses habitants. On voit la justice entravée, avec du coup la question qui se pose aujourd'hui du suivi, du monitoring et des mesures d'exception. On a adopté un état d'urgence sanitaire qui est une très grande limitation des principes de la démocratie et du droit, de l'état de droit. Et quand on quitte la ville, on met en place un équipement très lourd. Donc la distanciation physique, elle se met en place avec un cavalier à cheval avec 2 personnes devant qui sont des fantassins qui le protègent. Donc on est dans ce registre-là en fait. La pandémie, elle fait partie du mauvais gouvernement. C'est une pandémie parce que nous n'avons pas respecté la nature, parce que nous avons détruit en face les écosystèmes et que nous avons créé les conditions des zoonoses. Et en face, si on regarde de nouveau l'allégorie des effets du bon gouvernement avec justement la fresque dont j'ai tiré une adaptation contemporaine, eh bien, on a de nouveau un cadre qui nous apporte des conditions long terme de prévention de ces risques, qui nous permet de réduire l'impact des zoonoses et de la transmission des épidémies, et qui souligne les facteurs qui vont nous aider à nous protéger de ces dangers-là. Il y aura peut-être besoin d'avoir quelques masques dans la durée, dans l'espace public. Il y aura peut-être besoin, en effet, de repenser la façon dont on imagine la culture
sur le long terme. Est-ce que la culture est réellement ce mouvement de masse qui s'est créé depuis quelques dizaines d'années, où on fait des festivals avec des centaines de milliers de personnes? Est-ce que c'est ça la culture? Ou est-ce que la culture, c'est la capacité de jouer un instrument, de transmettre des traditions orales telles qu'elles se vivent dans les tribus amérindiennes ou de Papouasie, etc. Donc, on a défini... dans nos cultures il n'y a pas si longtemps plus. On a défini une vision moderne de la culture qui est la culture de masse. Mais peut-être que c'est cette notion de culture de masse qui va devoir changer, parce que dans les sociétés humaines dans le monde entier, il y a d'autres formes de culture qui ne nécessitent pas nécessairement une économie de grande échelle. Donc, à part cette variable-là, sur la notion de culture de masse, si on revient sur une culture de proximité, intégrée dans la vie du territoire, le kiosque à musique, la fanfare, la chorale, les représentations de théâtre avec les enfants ou les kermesses, des fêtes de quartier. Tout ça, c'est la culture aussi. Et peut-être que là, en ce moment, on redécouvre l'importance de cette forme de culture, beaucoup plus fragmentée peut-être, moins synchronisée, mais pas moins utile et pas moins agréable. Donc, il y aura des transformations. Mais pour revenir sur la notion de métamorphose, je pense qu'on est entre les deux parois, exactement dans la pièce de la salle de la paix au Palazzo Pubblico à Sienne. On est exactement au milieu. On est entre l'allégorie des effets du mauvais gouvernement avec les destructions qui sont à l'œuvre, avec tout l'effondrement du commerce. On voit qu'il n'y a plus un commerce qui tient dans la ville. C'est exactement la ville silencieuse que nous sommes en train de vivre. Elle est décrite dans les effets du mauvais gouvernement. Et en face, on a cette aspiration qui reste possible, mais qui est à construire. Et on est entre les deux avec la question de savoir comment est-ce qu'on va quitter un monde, se rapprocher de l'autre, et comment on s'organise pour bâtir cette cathédrale, en fait, cette vision d'ensemble. J'utilise le terme cathédrale parce que c'est le terme qui est utilisé en ce moment à Matignon par le Premier ministre, qui pense sa mission de déconfinement comme étant une mission de cathédrale qui vient assembler les différentes contributions de chacun de ses ministres. Mais je pense que c'est ça, c'est exactement ce qu'on est en train de bâtir. C'est une refondation, une métamorphose qui va nous amener à faire émerger ce monde d'après, ce monde de demain, ce monde transformé. Et ce que je trouve intéressant aussi dans la partie, donc, à partir du moment où tu dis que la pandémie actuelle, la situation actuelle se trouve sur la paroi des effets du mauvais gouvernement, comme représentée par une mauvaise gestion de la ville, de la société. Donc il n'y a pas sur cette fresque historique, il n'y a pas de représentation alors certes, non pas d'un virus, mais d'un monstre qui serait si je comprends bien, une allégorie de cette crise qui arrive, mais elle découle directement de ce gouvernement qui a failli à établir les bonnes conditions. Donc le virus n'est pas l'ennemi, comme on peut l'entendre actuellement dans ces rhétoriques de guerre. Non, c'est le mauvais gouvernement qui est l'ennemi. Oui. C'est notre mauvaise organisation qui est notre propre ennemi. C'est pas tant le virus il est là. Mm-hmm. Il fait partie de la présence biologique sur Terre. La masse totale des virus présentes sur la planète est supérieure à la masse totale des humains. Donc on considère les virus comme des petites choses, mais ils sont partout en grand volume. Donc, et on voit bien qu'il n'y a pas de sens à les qualifier d'ennemis. L'ennemi, c'est notre mauvaise organisation, c'est notre erreur d'organisation. Je trouve ça intéressant de refaire cette lecture avec cette fresque, parce que on se trompe, on le voit, on se trompe d'ennemis actuellement dans plusieurs exemples de gestion de crise, dans les rhétoriques de guerre qui sont lancées. Peut-être qu'on peut basculer sur un exemple. Alors nous, on s'est inspiré de cette fresque, de cette version contemporaine de la fresque que tu as proposée pour établir notre fresque représentant l'écosystème d'Arles, où l'atelier Luma est inscrit dans son ambition, ses projets, ses activités.
Je ne sais pas si tu as eu l'occasion déjà de voir cette... Oui, je l'avais vu à Paris quand vous l'aviez exposé à Change Now. C'était une grande joie pour moi. Mais donc on s'est inspiré de ta manière de représenter une ville de manière à la fois réaliste et schématique, figurative, mais aussi avec de la place pour l'interprétation. Oui. Sans représenter les choses de manière statique, figée, inscrite à jamais dans le marbre. Et je serais curieuse d'avoir ton retour là-dessus et de voir en quoi des images comme ça peuvent justement nous aider, peuvent être un outil pour nous aider à d'une part, je pense que la première volonté est de représenter un espace, un territoire, des activités, ce qui permet de comprendre comment les choses sont liées, interagissent, etc. Représenter, donc encore une fois de manière non figée, mais représenter ce qui existe, les savoirs, les ressources, etc. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la force de l'image comme force de proposition d'un récit. Oui. Et de propositions politiques à la fois, alors qu'ils peuvent paraître antagonistes, mais qui sont en fait qui vont de concert, je pense, dans le potentiel que représente une image. Je pense que pourquoi une image est-elle pertinente pour un territoire? J'ai eu besoin moi de résumer par l'image des travaux que j'avais menés sur la neutralité carbone, notamment de Paris, qui sont des problèmes complexes, des programmes très très complexes avec beaucoup de variables, de projets, de chantiers qui évoluent en parallèle. Et la difficulté quand on fait ces exercices-là, c'est qu'on est mécaniquement amené à faire une sorte de catalogue à la Prévert, une liste qui semble sans fin de mesures, de chantiers qu'il faut énoncer comme une litanie. Et la lecture simple, l'énoncé de tout ce programme est très long et fatigant. Personne n'a la capacité d'absorber une telle liste d'informations si on la lui lit. Et très peu de gens ont l'intérêt ou la culture ou l'envie de lire des textes dans leur temps. On a un vrai problème parce que tous ces chapitres, toutes ces entrées, toute cette gamme de choses à faire est nécessaire. Donc elle doit être mise en débat, on doit pouvoir la connaître, on doit pouvoir la partager. Et en même temps, plus on la décrit dans son exhaustivité, moins on la met en œuvre parce qu'on a encore moins de chances de la communiquer. C'est là qu'une image est très très forte, très très puissante, parce qu'elle permet de résumer par des petits codes symboliques beaucoup d'éléments de sens. Et c'est le travail de Magritte qui nous avait déjà alerté sur la puissance des images. Et je pense que c'est aussi dans cette lignée-là que j'ai choisi d'utiliser une image à la ligne claire, un dessin très simple, qui soit facile à comprendre et qui puisse porter le plus de sens possible en si peu d'éléments. Donc ça, pour moi, ça a été la première clé, c'est de savoir qu'une image est un vecteur de sens, tout aussi performant, voire beaucoup plus que le texte. Et je pense qu'on a besoin d'outils de partage de cette connaissance pour que nous soyons très nombreux à partager et à participer à cette transformation. Il s'agit d'une transformation de chacun d'entre nous, dans ce qu'on va manger, dans la température des logements, dans l'organisation de nos déplacements, que ce soit pour notre vie quotidienne, notre vie professionnelle, nos loisirs. Tout ça, c'est une somme de décisions individuelles. Donc, il faut qu'on soit très nombreux à adhérer à ce projet-là, à le comprendre, à y participer, à y trouver notre place. Donc, c'est important d'avoir une logique de partage de masse et surtout de mise à disposition des connaissances de manière utile. Il faut qu'on s'assure qu'on ne fait pas simplement émettre un message, mais on s'assure de sa réception, la façon dont chacun d'entre nous se situe dans l'histoire. Donc, un propos qui doit être très inclusif. Et ensuite, dans la prochaine étape, c'est de dire mais comment est-ce qu'on peut aussi avoir des outils qui soient pertinents pour un territoire en particulier. Et là, j'ai été très heureux de sentir que pour vous, il y a eu une sorte de passage de relais, que la fresque initiale vous ait servi de matrice, d'inspiration, et que vous ayez repris des éléments en les adaptant
à votre territoire. On retrouve dans l'équilibre de la composition un point central qui est un point d'identité culturelle et également politique, géographique, qui situe le territoire. Donc là, c'est la tour de Frank Gehry, le laboratoire que vous avez conçu avec la Fondation Numa, et qui est le point haut du territoire, et qui fait écho à la tour qui est au centre de la composition de la fresque de Lorenzetti. Donc là, à partir de ça, on revoit émerger des composantes qui étaient dans la fresque de Lorenzetti, que vous avez resituées avec une sorte de petite grammaire comme ça qui se spatialise ici, là, et on voit apparaître un ensemble qui garde les mêmes codes de communication avec quelques exemples qui montrent ici des vaches. Donc on comprend qu'on est dans l'élevage extensif avec les taureaux, etc. Mais on a aussi des fonctions productives, on a la présence de l'eau, on a le réseau des bâtiments, donc les besoins de déplacement d'un bâtiment à l'autre, la place du végétal avec les arbres, etc. Donc vous avez choisi les différentes constituantes, les fonctions qui vous semblent pertinentes dans le territoire d'Arles et qui forment les ingrédients de la transformation du territoire. Et je pense qu'ensuite, on a cette question de la couleur qui est aussi marquante. Vous avez choisi des couleurs de matériaux que vous avez prélevés dans le territoire. Et je fais le lien là avec le travail de Lorenzetti qui avait donné une coloration terre de sienne brûlée. Parce que les pigments qu'il utilise à l'époque pour faire sa fresque sont ceux qu'il trouve principalement autour de lui. Donc la couleur dominante, elle est aussi dans des variantes de la terre de sienne brûlée. Et on retrouve cette identité des matériaux qui donne la couleur à Sienne et l'identité des matériaux qui donne aussi la couleur et la fabrique, la texture de votre travail. Donc ça m'a beaucoup plu quand on retrouve cette continuité historique.